Quand vous avez été fait prisonnier? Bon, alors, quand j'ai été prisonnier, j'ai été fait prisonnier non, pas le 22. Enfin, bref, comme j'étais dans l'artillerie, moi j'ai servi dans l'artillerie, et j'étais dans la ligne Maginot. Oui, Comme dans la ligne Maginot, il y avait du trop-plein, oui. toujours c'était en surnombre. Comme ils avaient entendu que les Allemands avançaient, ils ont dégagé tout le trop-plein et ils nous ont fait partir vers Épinal. D'accord. Hein. Mais alors, c'est toujours la même chose. Il y avait des camions qui passaient à côté de nous, hein, ils étaient à vide. Au lieu de nous embarquer dans les camions, ça nous aurait évité d'aller à pied. Et surtout que le Barda, et puis alors j'aime bien vous dire que, bon, alors là, les premiers moments, ça va, et puis après, et puis dans la nuit, moi, je voyais les camions qui passaient, et puis alors ils passaient doucement parce qu'il y avait une foule énorme. Hein, les gens, ils allaient vers les Allemands, si vous voulez. D'accord. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient arriver par le Luxembourg, tout ça. Et alors ils allaient vers les Allemands, et je ne sais pas pourquoi ils allaient par là d'ailleurs, puisque nous on y allait pour défendre, pour les arrêter les Allemands. Enfin. Alors vous êtes monté dans un camion ou Alors je suis monté dans un camion, et puis alors comme ça allait doucement, le lendemain matin je me suis réveillé, hein, et puis j'étais installé sur un plancher d'obus, vous savez, c'était tout le ravitaillement d'obus quoi. D'accord. Et puis alors, et comme il tournait sur sa droite, et moi que j'allais sur Épinal, Oui. je suis descendu du camion, et puis je suis parti vers Épinal. D'accord. Et puis alors, je suis arrivé à Taon, à côté qui est un faubourg d'Épinal. Et puis il y avait une rue droite, il y a une rue droite là, très droite, très loin, pas 1 kilomètre peut-être. Et je vois dans le fond, je vois arriver dans ce... Je voyais comme une immense tache sombre, vous savez. Et puis, j'avais pas l'impression, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'ils avançaient, parce qu'ils avançaient très lentement, Oui. au pas d'un homme. D'accord. Forcément, ils avaient toute l'armée allemande, les fantassins qui étaient derrière les chars. Alors après, j'ai vu, c'était des chars allemands. Hein. Alors nous, on allait pour les défendre, et puis là, ils en sortaient. Ils avaient déjà de l'avance sur nous. Et puis, alors, je les voyais arriver. Mais j'ai dit, c'est des chars allemands. Puis effectivement, c'était... Puis alors, ils étaient les uns derrière les autres. Puis alors, ils allaient doucement, comme des caïmans qui vont sur la proie, vous savez, là. On aurait dit des monstres qui arrivaient. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, à ce moment-là, j'ai attendu. Et puis, arrivé à 300-400 mètres, je me suis caché derrière un petit poste électrique, vous savez, une petite centrale électrique, là, qui a sur les bords des routes, des fois. Et à côté des maisons, il y avait des maisons qui étaient en fer à cheval, là, mais en cul-de-sac. Hein. Et eux, ils arrivaient comme ça. Alors moi, j'étais sur le coin. Et puis, je les voyais arriver, tout d'un coup, ils étaient peut-être, je sais pas moi, à 200 mètres, 300 mètres. Et puis, j'ai vu sortir deux Français avec leurs fusils en courant. Oui. Ils sortaient d'un bistrot. Ils étaient ivres, certainement. Et ils ont mis un genou par terre, position du tireur à genoux. Et j'ai dit, ils sont dingues ou quoi? Et évidemment. Et alors, les chars se sont approchés, mais ils ne tiraient pas. Pourtant, les deux Français, ils auraient pu les tuer 10 fois, là, s'ils avaient voulu. Comme moi, l'Allemand que j'ai vu après, ils auraient pu le tuer 10 fois aussi. Mais là, visiblement, ils ne voulaient pas tirer. Les Allemands, ils ne voulaient pas tirer. Ils ne voulaient pas tirer. Alors, ils sont arrivés peut-être à 50 mètres des Français, là. Oui. Alors, les Français les attendaient, comme ça, avec leurs fusils. Hein. Et alors, les Allemands, ils se sont arrêtés. J'ai vu le char qui fait ça. Vous savez qu'un char, quand ça s'arrête, hein, ça se fait ce mouvement-là. Et alors, je me suis dit... Puis alors, pendant au moins 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes peut-être, ils ne tiraient pas. D'accord. Pourtant, ils avaient l'occasion. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé, c'est que les Français ont tiré les premiers. D'accord. Et puis alors, les deux Français, ils ont tiré. Et puis, avec leurs fusils ou... Avec leurs fusils, forcément, ils avaient que ça. Et puis alors, je sais pas, on nous donnait 3 balles. Dans un chargeur avec 3 balles dedans, on était bien défendus. Et alors, ils ont tiré sur le char. D'accord. Et puis là, les Allemands n'ont pas bougé. Ils n'ont pas tiré. D'accord.
encore au moins 20 à 30 secondes. Et alors moi, quand j'ai vu ça, je commençais à... Je disais, mais ils vont pas tirer ou quoi? Et puis tout d'un coup, tac! Parce qu'ils avaient vu, moi je l'avais pas vu ça, puisqu'ils me tournaient le dos les Français. Ils n'avaient pas vu que... Moi j'ai pas vu qu'ils me mettaient une balle dans le fusil. Alors ils ont tiré, les Allemands, ils ont tiré là. Ils leur ont laissé une chance avant et une chance après. Même avant d'avoir tiré, les Français, et après, ils leur ont laissé une chance qu'ils pouvaient re-rentrer dans le machin. Visiblement, c'était ça. Moi, j'ai vu ça comme ça. Mais ouais, d'accord. Ils voulaient pas tirer. Donc là, ils les ont tués les deux. Ils ont... Une rafale, ça a été suffisant. Alors moi, en voyant ça, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis rentré dans ces habitations-là qu'il y avait en carré. Eux, les chars, ils étaient arrêtés à peu près ici, ils ne me voyaient pas. Hein. Oui. Et puis alors, la première porte ouverte, moi j'ai foncé dans la porte, Oui. je suis foncé dans l'intérieur de la maison. Et puis là, à ce moment-là, il n'y avait personne dans la maison, je criais, et puis à un certain moment, j'entends dans la cave, il y avait des pleurs, des enfants qui pleuraient, tout ça. Alors je suis descendu dans la cave pour voir, ils étaient tous dans la cave. Toute la population était dans les caves d'ailleurs. Et puis alors quand ils m'ont vu arriver, ils ont commencé à hurler, les gosses, tout le monde hurlait, les femmes, monsieur, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, oui, les Allemands, ils ont dit à la radio que toutes les femmes, tous ceux qui Cache les prisonniers. qui cachaient un soldat français, toute la famille aurait été fusillée. D'accord. Alors quand ils m'ont vu, ils ont dit... Alors j'ai dit, bon, ben ça va, et ils m'ont dit ça. Alors je suis parti, moi je suis rentré, et alors j'ai voulu ressortir, mais comme la porte était encore entrouverte comme ça, sur la route alors, hein, parce qu'il y avait une porte derrière qu'on pouvait dans les champs, vous savez qu'ils pouvaient. Alors j'ai vu un Allemand, un seul, il rentrait dans le carré, les chars passaient là, ils continuaient de passer tranquillement, et puis j'ai vu l'Allemand, moi j'étais à peu près au bout, à peu près à cette hauteur-là, la route étant là. Il était là avec son revolver à la main, là. Et puis il regardait partout, comme on aurait dit qu'un touriste qui cherchait le numéro d'une maison, vous savez, pour regarder. Et puis alors moi je le voyais dans la fin, j'avais le fusil à la main. Alors vous avez tiré dessus? J'aurais jamais pu tirer sur cet homme. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors à ce moment-là, bon, il y a eu lui est reparti, moi je suis reparti un moment après, puis il y avait les Allemands qui étaient sur la route, là, et puis ils m'ont fait signe de passer. Puis alors, ils étaient pas hargneux ni combatifs. Ils m'ont fait signe. Ils ont dit, va-t'en par là. Ils me disaient, je comprenais pas l'allemand à ce moment-là. Mais ils disaient, va-t'en par là. Alors je m'en allais par là. Et puis alors, par là, c'était Épinal. Eh oui, d'accord, maintenant. Et pourquoi vous n'avez pas tiré sur l'allemand? C'était que... Vous me disiez, c'était quoi les raisons pour vous? Ah, j'aurais pas pu. S'il m'avait tiré dessus, je dis pas. Oui. Mais il ne me voyait pas. Moi, je le voyais, lui, il ne me voyait pas. J'aurais eu... on ne peut pas dire ça, vous savez, c'est... Moi, je suis pas un guerrier, je suis pas un... Pour toi, je leur en voulais, mais j'en voulais plus aux Américains après. Parce que après, je l'ai regretté de ne pas l'avoir fait quand j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ouais, les Allemands, ouais. J'ai dit peut-être que celui que j'ai pas tué, là, il a tué des gosses, il a tué... Mais après, j'ai changé d'avis. D'accord. Quand j'ai vu tous ces femmes, ces enfants, tous ces gens qui s'allaient dans les abris, et qu'ils étaient tous engloutis dans les abris, là, mais c'était... Et puis le phosphore qui devait arriver là-dedans, c'était épouvantable, c'était extraordinaire. Et puis pas une seule fois, je n'ai pas vu une seule fois, hein, parce qu'après, moi je ne voulais plus descendre dans les abris. Hein, même dans l'usine où j'étais, là, s'ils avaient bombardé l'usine, on était tous zigouillés parce qu'on avait une baraque en bois. Ouais. Hein, et puis on avait un trou, on descendait comme dans un égout, là, je vais couper comme... Vous avez vu ce fameux Allemand, pourquoi vous n'avez pas tiré sur lui? C'était l'autre éducation? C'était quoi les Allemands? Vous savez, je sais pas, je ne peux pas définir ce que je ressentais là. Et je me disais, je ne pensais même pas que je devais le tuer. Je ne pensais même pas que c'était mon devoir de le faire. Parce que
on pouvait croire que je ne le faisais pas parce qu'il y avait d'autres Allemands qui étaient sur l'allée, là, qui passaient, hein, qu'il y a un char qui aurait pu venir, et puis qui aurait démoli les maisons, tout ça, hein, tout ça. Là, c'était la possibilité, hein. Mais c'est pas pour ça. Mais c'était pas la raison pour laquelle. Et puis en plus de ça, j'étais en sécurité, moi. Oui. Parce que sitôt que j'aurais tué, que j'aurais vu qu'ils et puis alors, je vous dis, ils avançaient vers moi, moi je lui aurais visé la poitrine, il était mort. Hein, surtout que quand j'étais jeune, je faisais des concours de tir, alors vous savez, et alors, à ce moment-là, j'avais que juste la maison à traverser, fermer la porte, traverser la maison, et puis il y avait les champs, il y avait des taillis, il y avait des bois, tout ça derrière. Je risquais rien. Ouais, ouais. Et pourquoi alors vous n'êtes pas parti, ou pourquoi vous n'avez pas tiré sur... Ça, je peux pas le dire. D'accord, d'accord, c'est comme ça. Vous savez, c'est dur de tuer un homme par sang-froid. Hein. J'étais en sang-froid, quoi. J'étais pas énervé, rien du tout. Je voyais calmement arriver ce type. Et puis alors, quand j'ai vu les chars qu'ils étaient là, ils étaient peut-être à 1 kilomètre d'abord, après ils ont avancé, après ils étaient à 500 mètres. Alors là, vous savez, c'est suffocant de voir ça. Alors, comme j'allais, moi, à Épinal, comme on m'avait dit la veille ou l'avant-veille, qu'on allait à Épinal pour arrêter les Allemands, oui. Et que je les voyais devant moi, que je voyais toute l'armée allemande qui était là. Déjà là, ouais. C'était fantastique. Moi, je voyais ça, une chose extraordinaire, grandiose. Que vous voyez arriver tous les chars allemands là, qui allaient que avec les soldats derrière. Et puis ils avançaient lentement prêts à tirer. Puis il n'y a jamais eu un coup de feu, sauf le coup de feu des 2 Français, et puis la mitrailleuse de l'Allemand. Il n'y a eu que ça comme coup de feu. Les combats, il n'y en a pas eu. Et alors, moi j'étais là, évidemment, quand j'ai vu qu'ils tiraient sur les autres, sur les soldats, là, les Français. J'ai cavalé vers la maison pour me planquer, puis après j'ai vu cet Allemand tout seul là dans la rue. Non, voyez-vous, je ne peux pas définir ce que je ressentais à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas arriver à... J'y pensais même pas. D'accord. J'y pensais même pas parce que, vous savez, tuer un homme c'est dur. Hein. Moi, et puis, je suis certain, moi, qu'il y a des Allemands qui m'ont vu pendant que je m'évadais. Parce que c'était pas possible qu'ils ne me voient pas. Ouais, et ils n'ont pas tiré aussi. Quand je passais à travers les grillages, là, que je coupais, les grillages qui étaient coupés, je tordais les grillages. Oui, oui. Il faut du temps. Alors pour passer de l'autre côté, il y avait la sentinelle qui faisait le tour du camp. Oui. Eh bien, je suis certain que si un Allemand m'a vu, je suis certain qu'il y en a qui m'auraient vu et ils n'auraient pas tiré. Parce que j'ai travaillé dans une usine, une mine. Ils avaient découvert un filon de mine là-bas, vers Fürstenberg. Oui, Fürstenberg. C'était sur la Spree, par là, vers la frontière polonaise, quoi. Et puis, ils avaient demandé 2 volontaires dans la baraque où je me trouvais avec un copain qui habitait Nice, d'ailleurs. Et puis, ils ont demandé 2 volontaires. Je m'excuse 2 secondes, je vais éteindre l'électricité. C'est plus nécessaire. Non, c'est bon. Ça va. Ouais. Donc, quand vous avez donné le fusil à l'Allemand qui vous a capturé, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis sorti de la maison, là. Oui. Et puis, comme il était là, hein, il m'a vu arriver. Il n'a même pas pointé son arme sur moi. D'accord. J'étais peut-être, je sais pas, moi, on peut dire 30 mètres, 40 mètres. D'accord. Hein. Il n'a même pas visé, il m'a rien dit, il avait été les bras ballants, comme ça. Et vous voyez, moi j'arrivais avec mon fusil sous le bras. D'accord. Il aurait pu tirer puisque j'étais avec le fusil. Mais ouais. Et puis alors il a ouvert la culasse quand je lui ai donné mon fusil. Il a ouvert la culasse. Il y a une balle qui est sortie, je crois. J'avais une balle dedans. D'accord. Et alors il a marqué un temps d'arrêt très court. Et il m'a regardé. Et après il est parti et il a cassé mon fusil sur un petit mur qu'il y avait là. Il a cassé la crosse, puis il l'a jeté. Et il vous a regardé comment quand il m'a regardé d'un air étonné. Parce que vous auriez pu lui tirer dessus, quoi. Il s'est dit, tiens,
il n'a pas tiré ce gars-là. Enfin, je suppose. Mm. Il y en a, il y a eu, il a eu sa chance comme moi, quoi. Mm. C'est pour ça que dans une guerre, il y a des fois des circonstances où on tombe sur quelqu'un qui aime pas te tuer, qui aime pas... Moi, j'avais aucune haine à l'époque des Allemands, hein. Pourtant, j'avais connu les Allemands en 14-18. Mm. Et je me rappelle, moi, en 14-18, quand il y avait... je passais dans la rue avec ma mère. Voilà. Bon, alors vous pouvez me raconter l'histoire de l'enfant juif? Oui. Alors, voilà, moi, quand je m'étais évadé, n'est-ce pas, j'ai été repris. Alors, on m'a mis on nous mettait dans une... j'étais pas le seul, d'ailleurs. On nous mettait dans des camps qu'on appelait Strafkompanie. D'accord. C'est la compagnie de discipline. Alors, j'étais arrivé dans une énorme usine où on fabriquait ils fabriquaient sur des produits chimiques parce qu'on avait les yeux qui piquaient, vous savez, on avait des... Puis ça sentait mauvais, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais... Et puis, les eaux usées, il y avait des gros tuyaux comme ça qui déversaient les eaux usées dans la Spree. La Spree, c'est une rivière qui fait frontière avec la Pologne, je crois. Hein. D'accord. Tout au moins sur l'Oder, là-bas, hein, c'était sur la frontière polonaise. Et l'eau était rouge, verte, de toutes les couleurs, puis ça sentait effroyable. Alors là, un jour, je faisais mon travail, et puis j'ai vu un petit juif qui était dans un coin, là, il pleurait comme un... Alors il y avait des grosses larmes qui lui coulaient sur les joues, et puis alors il était en haillons, vous savez, on voyait, c'était comme un chat des fois qu'on voit, un chat sauvage qu'on voit dans les usines qui se balade cherchant sa nourriture. D'accord. Hein. Et puis alors, je vais vers lui, c'était interdit, hein, parce que c'était interdit de parler aux Juifs. D'abord, il y avait même, dans cette usine-là, il y avait même des déportés politiques, des vêtements à rayer, vous savez, puis des Juifs aussi, il y avait aussi beaucoup de Juifs. Et puis alors, à ce moment-là, je lui ai demandé ce qu'il faisait, pourquoi il pleurait. Alors il me dit, ils ont tué mon papa. Et bien, ils sont venus me chercher hier, ils sont venus me chercher mon papa hier, et puis ils sont partis avec. Alors moi, il dit, je sais, alors il savait plus où il était, quoi. C'est un petit gosse, il avait peut-être 8 ans, 10 ans, vous savez, et puis on ne pouvait pas lui donner un âge bien défini, hein, étant donné qu'il était en haillons, il était vraiment sale, on voyait qu'il n'y avait aucune hygiène. Déjà, nous, quand on était là, on avait une douche par mois. Alors eux, j'aime mieux vous dire qu'ils n'avaient pas la douche par mois. Hein. D'accord. Alors je lui dis, mais où est-ce qu'il est parti? Il dit, ils l'ont tué, ils sont partis, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et puis moi demain, ils viennent nous chercher pour être aussi, ils vont nous tuer aussi, ils vont nous tuer, toujours en pleurant. Alors j'essayais de le consoler, je le prenais dans mes bras, je disais, allez, ne pleure pas, tu verras, il va revenir ton papa, etc. Enfin, j'essayais de le consoler. Et puis alors il dit, alors en allant dans sa poche, il me dit, il m'a donné ça, il dit. Alors il se va dans sa poche, et puis dans sa petite main, il me fait voir, il dit, tu vois, c'est mon papa qui me l'a donné, c'était 3 dents en or. Ouais. Je vous l'avais dit ça. Mm. Il y avait 3 dents en or. Il dit, mon papa, il me l'a dit, surtout ne le donne pas aux Allemands, qu'il dit, hein. Parce que les Allemands, je te les donne parce que les Allemands vont nous les prendre. D'accord. Ouais. Vont nous les arracher, vous les enlever. Alors à ce moment-là, il dit, ne les donne pas, cache-les bien. C'est lui qui me disait ça, que je devais... C'est ça qu'il m'a donné. Il dit, donc il vous a donné les dents? Il m'a donné les dents, il a dit, je te les donne, il dit, parce que moi, demain, ils vont me tuer. Ils vont me tuer, alors, ils vont les prendre. Alors, j'aime mieux te les donner à toi. J'ai dit, d'accord. Alors, il m'a donné ses dents. Hein, et moi, et puis alors après, il est parti. Il est parti, je sais pas, dans les coins, il traînaillait comme ça dans les usines tout le temps. Et puis le lendemain matin,
quand on est revenu, tous les prisonniers de guerre français, on allait tous les matins à l'usine et tous les soirs on rentrait dans un autre camp en dehors de l'usine. Et puis le matin, on arrive de nouveau dans l'usine. Moi j'avais ramassé avec les copains quelques vivres pour donner aux petits juifs là. Et puis alors, on avait même mis des petits morceaux de chocolat qu'on avait, on avait des colis, nous, mais enfin, alors nous, en tant qu'évadés, on était considérés comme des terroristes, qu'ils appelaient. D'accord. On ne voulait pas, on était des anti-pétinistes, on était anti... Alors, d'ailleurs, si vous lisez ce livre cette chose que je peux vous donner, là, vous allez le voir. Oui, tout à l'heure. Ouais. Et puis alors, à ce moment-là... L'enfant, il était encore là alors? Et alors on arrive là, moi j'ai cherché le petit gosse et puis j'ai demandé à un Allemand, parce que tous les Allemands n'étaient pas nazis, hein. J'ai demandé à un Allemand, des petits juifs là qui étaient, ben il dit, ils sont partis, on est venu les chercher ce matin, de bonne heure. Et alors, ces petits juifs, et il y en avait beaucoup de jeunes comme ça. Ils avaient toute une rangée là, ils avaient des appareils, des machines à peu près de cette grosseur-là. Et puis alors, il y avait un trou là dans cette machine, il y avait une surface qui était... Et ça faisait un boucan parce que c'était une machine qui décortiquait des troncs d'arbres. D'accord. Alors ça, ils étaient chargés de jeter ces troncs d'arbres dans ce trou, qui était à peu près à cette hauteur-là. Alors ces petits gosses, et puis il y en avait pas mal, et je les ai pas tous vus parce que... Puis alors, ce qui était effroyable, c'est que ça faisait un boucan, mais c'était assourdissant, avec l'odeur en plus, hein, c'était infernal. D'ailleurs, je me suis évadé de ce camp parce que je ne pouvais plus tenir. Je dis, je vais crever là. Et alors... alors l'enfant, il n'était plus là, vous disiez le lendemain. Et alors, il n'était plus là. D'accord. Alors on a pensé qu'il était parti, qu'il avait été exterminé, chambre à gaz probablement. Et puis remarquez, vous savez, pour la vie qu'ils avaient, hein, vraiment c'était épouvantable. Et les dents, qu'est-ce qu'elles sont devenues alors? Alors moi les dents, les 3 dents, elles étaient toutes les unes soudées aux autres, l'une aux autres. Hein. Et alors un jour j'ai été dans le camp principal, pour une maladie, je sais pas, parce que je tirais beaucoup au flanc, moi je ne voulais pas travailler pour eux. Et alors à ce moment-là, je suis allé au dentiste, puis je me plaignais que j'avais mal aux dents, c'était pas vrai, mais je voulais aller voir le dentiste. D'accord. Pour donner ces 3 dents. Parce que nous, en tant qu'évadés, oui. Hein, on était fouillés presque tous les jours. D'accord, d'accord. Et à 2 h du matin, 4 h, 5 h, 6 h, 10 h du soir, allez hop, debout à Aufstein. D'accord. Alors vous avez donné ça au dentiste donc. Alors je l'ai donné au dentiste, je dit tiens, si vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, on ne sait jamais. Hein. Alors c'est comme ça, parce que le dentiste lui avait pas l'intention de s'évader, alors ou il les a ramenés chez lui, j'en sais rien. D'accord. Mais enfin c'est ce que j'ai voulu faire. Hein. D'accord. Et c'est dommage que j'ai pas pu lui donner j'avais apporté une barre de chocolat et puis des biscuits de guerre français, vous savez. D'accord. Ils étaient grands comme ça, ces biscuits de guerre. À peu près comme 2 doigts, quoi. D'accord, d'accord. Mais alors, il y avait toutes les vitamines dedans, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, j'ai plus vu. Et on a refait ça sur d'autres camps. Puis alors, il y avait des déportés, il y avait j'ai même travaillé avec des officiers russes, des généraux russes dans ce camp. Et à propos de l'enfant, donc vous me disiez, des fois, vous y repensez, même maintenant, à l'enfant? Ah ben maintenant, des fois, avant de m'endormir, j'y pense. Ou des fois j'en rêve, plus qu'avant, parce qu'avant j'avais tellement d'occupations avec mon travail, je ne pouvais pas arriver, j'étais fatigué, je m'endormais de suite, et puis en plus de ça, j'étais tellement occupé par tout ce que je faisais, c'est que j'avais pas le temps, je m'abrutissais en quelque chose. Mais maintenant, des fois... Alors maintenant que j'ai plus rien à faire, hein, et surtout avec la blessure que j'ai eue, là, que j'ai été 3 mois dans une maison de rééducation, tout ça, et puis à l'hôpital, l'opération, tout ça. Alors, je peux penser maintenant. Et alors, c'est pour ça que je pense à ce petit juif, là, tout le temps. D'accord. J'en pense tout le temps. Je suis même obsédé par moments. Je fais des efforts pour plus y penser parce que
Et moi, ça me dépasse, vous voyez, de voir. Et puis alors, ça, c'est rien. Je ne vais pas dire que c'est rien, mais j'ai vu de ces scènes, c'était épouvantable avec ces petits juifs. Et puis ils dormaient. Il y avait des latrines qu'ils appelaient les Allemands. Alors, une seconde. Allez-y. Voilà, donc racontez-moi les prisonniers russes. Alors, les prisonniers russes, d'abord, ils n'avaient rien à manger, comme nous. Quand on était à Ravarouchka, dans camp de prisonniers, hein, on n'avait rien à manger. D'ailleurs, vous pouvez lire ce que je vais vous donner si vous le voulez. Hein, moi, et alors, à ce moment-là, c'est des gens, ils ne pouvaient pas sortir du camp d'ailleurs. Et quand ils sortaient, ils allaient dans des corvées, vous savez, vraiment infectes, quoi. Vider des fosses septiques, tout ça, et tout, des trucs comme ça, quoi. Et vous me disiez donc il y avait le typhus dans le camp. Et alors, le camp, il y avait un typhus terrible, puisque je vous ai dit, tous les matins, ils passaient un chariot, et puis allez hop, les cadavres qui sentaient mauvais, étant donné qu'ils avaient pourri sous les lits, là, pour pouvoir avoir la ration du mort. Donc dites-moi pourquoi ils laissaient les cadavres sous les lits? Eh bien, comme ça, ils pouvaient... parce que les Allemands, ils ne rentraient pas dans les baraques, hein, ils n'allaient même pas dans le camp. Et c'était des Russes, hein, ils avaient un peu plus à manger, qui faisaient toutes les corvées. Eux, ils n'y allaient pas. Et puis alors, à ce moment-là, quand il y avait... dans une baraque, par exemple, qui avait peut-être 200-300 personnes, oui. Hein, quand il y avait 10-15 cadavres, hein, allez, ils les mettaient sous les lits, et ils avaient les rations parce qu'ils ne les comptaient pas. Ouais. Au départ, ils étaient tant d'hommes, il y avait tant de rations. Et alors, quand il y en avait qui mouraient, les rations des morts, ils les partageaient entre eux. D'accord. Et alors, ça se faisait comme ça. Donc les corps, ils les laissaient pendant combien de temps, comme ça, dans un lit? Ah ben, jusqu'au moment où ils sentaient mauvais, hein. D'accord. Ils tenaient le coup. Vous savez, la faim, moi, je sais ce que c'est, hein, parce que j'ai subi ça. D'accord. Quand on était dans ce camp-là, on n'avait rien à manger. Quand on devait mourir de faim, hein, on était condamné à mourir de faim. Et je ne sais pas qui est-ce qui nous a sortis de la Croix-Rouge internationale, peut-être. D'accord. Bon, je vais recouper. Voilà, donc vous me disiez que les avions, quand ils passaient les Américains... les avions, les Américains, je l'ai lu après, bien longtemps après la guerre, hein, tout ça, leur tactique c'était de démoraliser les civils. Oui, oui. Mais ils ne les démoralisaient pas. Les civils, on voyait des familles entières qui étaient à la porte des abris, parce que les Allemands, les abris n'étaient pas ouverts que quand il y avait l'alerte qui sonnait. Oui, oui, d'accord. Et alors nous, on travaillait dans cette usine d'aluminium qui travaillait pour faire des plaques d'aluminium pour faire des avions. Donc c'était de l'armement. Oui. Hein, d'abord, je me suis évadé encore une fois de cette usine-là. Et alors, à ce moment-là, et puis alors, nous, notre baraque était dans l'usine. Je vais vous dire que s'ils avaient bombardé, hein, on était contents, on avait les jetons. On se dit un jour ou l'autre, ils vont lâcher des... Puis alors, quand ils trouveraient les trappes des avions, on les voyait. On a vu bombarder, mais c'était apocalyptique. C'était énorme, hein, un feu d'artifice fantastique. Et il y avait les vagues qui arrivaient, ils bombardaient la ville, un morceau de ville, hein. Et puis alors, parce que c'est systématique, il y a un quartier aujourd'hui, un quartier de... Et alors, à ce moment-là, on voyait les bombes de loin, heureusement, et puis moi, là, j'étais déjà, c'était vers la fin de la guerre, là. Oui. Quand je voyais que ces bombes qui tombaient, là, c'était des nuages, mais comme une pluie, une averse, vous savez, des bombes. Et puis alors, quand la vague était passée, surtout la nuit, c'était spectaculaire. Tous ces avions qui passaient, ces centaines d'avions qui passaient, et un bruit, le sol tremblait, tout tremblait tellement ça faisait de la vibration. Et puis alors, il y avait une deuxième vague qui arrivait, quand tout était détruit, que la première vague avait tout lâché les bombes, que tout le monde était ratatiné. À ce moment-là, il y avait la deuxième vague qui arrivait, et puis alors là, c'était des grappes de phosphore qui lâchaient. D'accord. Alors vous voyez, mais alors, c'était énorme. C'était sur une superficie incroyable.
Et puis, quand il y avait des nuages, c'était encore plus spectaculaire, parce que quand il y avait les nuages, quand il n'y avait pas de nuages, ça tombait surtout la nuit, hein. On les voyait arriver, ce phosphore qui sortait de l'avion par grappe. Et puis alors, mais ça arrivait au sol, et puis alors ça s'éteignait. Vous savez, on ne voyait plus rien. Et puis tout d'un coup, comme un feu d'artifice, vous savez, il y avait... C'était rouge partout, ça flambait de partout. Et alors, il y avait une chose que j'ai remarqué, moi, c'était que quand il y avait des nuages, on voyait pas les avions, on voyait pas les bombes tomber, le phosphore tomber. Et puis, il arrivait dans le nuage, par-dessus alors, hein, et puis on voyait que le nuage s'éclaircissait, vous savez, il s'éclairait comme ça. Et puis, on voyait les grappes de phosphore qui passaient au travers des nuages. Alors là, tout le nuage était tout rouge, c'était un spectacle fantastique. Mais alors les civils, et alors, nous on voyait les civils des fois, on passait avec des camions, les femmes, les gosses, tout ça, à 4-5 heures du soir, ils étaient déjà à la porte des abris. Oui. Parce que l'abri sonnait à 9 heures. Mais s'ils avaient laissé les abris ouverts, les gens ils sortaient plus des abris. Et c'était un tort. Parce que un jour, et puis il y avait des copains qui nous racontaient aussi qu'ils ils étaient chargés de déblayer pour aller chercher les gens. Pour aller chercher ceux qui étaient dans les abris, pour voir s'il y avait encore des survivants. Et alors, vous voyez toutes ces femmes, ces gosses qui étaient là à la porte des abris, c'était des Allemands, hein, à la porte des abris à 4h, 5h du soir. Ils attendaient 4-5 heures que l'abri s'ouvre parce que les Allemands, le règlement, c'est le règlement. Hein. Ils ne pouvaient pas ouvrir les abris tant qu'il n'y avait pas l'alerte. Alors tout d'un coup, l'alerte sonnait à 9h pile. Hein, c'était tous les soirs à 9h pile. Allez, ça sonnait. Alors hop, tous les gens, ils ouvraient les portes, et puis alors la foule qui rentrait dans les abris. Et puis le lendemain, quand on repassait pour nous pour aller au travail, tout était rasé. Et tous les gens étaient dans les abris. Ils mouraient asphyxiés dans les abris. Il y avait les canalisations d'eau qui crevaient, qui rentraient dans les abris, qui rentraient dans les caves. Il y avait les gaz, hein, il y avait des mailles, donc des réservoirs de gaz, vous savez, les gazomètres. Oui. Hein, les gaz, ça rase le sol. Et alors après, il y avait les choses, électricité, tout ça, ça formait un tout. Mais alors c'était épouvantable. Et alors mes copains, quand ils rentraient le soir, ils disaient, on entendait les gens crier dans les abris. Et il y a des civils allemands qui venaient, ils tiraient les prisonniers de guerre français, ils les tiraient, ils disaient, venez, venez, là-bas j'entends, j'ai ma famille qui est là, et ils sont dans un abri, le bâtiment s'est écroulé sur eux. Alors, c'était leur tombe, c'était le tombeau. Et c'est ça que les Américains, ils étaient fiers de dire, c'était pour démoraliser, non mais ça va pas. Parce que si les Américains, ils avaient voulu, il y en avait pour 8 jours à ratatiner l'Allemagne. Ils n'avaient qu'à commencer à bombarder tous les... Puis alors, parce que moi, je les ai vus tirer, hein, les avions qui passaient, et puis même des petits avions, des chasseurs bombardiers, hein, qui tournaient au-dessus quand je retournais un champ de mon patron, là, hein, que j'étais avec le cheval, là, qui tirait, et je leur faisais des signes comme ça, vous savez. Et eux, je ne voyais pas qu'ils répondaient, mais je voyais qu'ils faisaient semblant, ils venaient vers moi comme ça, vous savez. Ils voyaient bien que j'étais prisonnier, puisque j'étais habillé en kaki. Et eux, ils étaient à combien? À 150, 200 mètres, et il n'y a jamais eu un coup de feu. J'ai jamais entendu les Allemands tirer un coup de feu. Alors quand on vient me raconter qu'il y a eu des combats sanglants, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de combat du tout. Et c'est tout. Comme vous voulez. Qui était là. Voilà, donc vous étiez en train de me parler des latrines, voilà, vous pouvez y aller. Oui, alors, il y avait des latrines, je ne sais pas comment ce que vous pouvez vous imaginer, une baraque, quoi, avec un toit, et puis alors, des planches comme ça, et puis des trous. D'accord. Sur tout le long de la latrine, si elle faisait peut-être 10 mètres de long. Et puis il y en avait des compartiments. Et puis alors, entre les trous et la cloison de la latrine,
il y avait un espace à peu près comme ça. Et D'accord. puis ils dormaient là, les Juifs. D'accord. Vous voyez la chose, Ouais, ouais, ouais. c'est épouvantable pour ces enfants. Et tout à l'heure, vous me parliez des prisonniers russes. Oui. Dites-moi un peu ce qui se passait. Vous me disiez que quand il y en a un qui mourait, qu'il ne le disait pas aux Allemands. Vous pouvez me raconter ça encore? Oui, je peux vous le raconter parce que ça, et puis vous savez, j'en ai tellement vu. D'abord, dans ce camp où j'ai vu ce petit juif là, j'avais travaillé à proximité des prisonniers de guerre russes, mais des généraux, hein, des officiers, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes, comment dirais-je, donc les mêmes avantages que nous. Mm. Un prisonnier de guerre, c'était en quelque sorte, on pouvait pas y toucher parce que il y avait une réglementation des accords Genève. non, pas, je sais pas, c'est marqué là-dessus. D'accord. Et alors à ce moment-là, les Russes, eux, ils ne devaient pas avoir de prisonniers chez eux. D'accord. Alors, d'abord, tous les officiers, quand les Russes sont avancés, hein, ils ont tous été exécutés parce ils n'avaient pas obéi aux ordres, quoi. Eh ouais, d'accord. C'était comme les SS, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Hein, un SS, il ne devait pas être prisonnier non plus. Ouais, ouais. Et moi, j'ai acheté des SS. D'accord. Parce que moi, je fume pas. Ouais. Et que dans les colis, on avait des paquets de cigarettes, on en avait 5 paquets tous les 15 jours, 3 semaines, tout ça. Hein. On avait droit à un colis par la famille, un colis par la Croix-Rouge, un colis par ceci, cela. Alors à ce moment-là, on avait donc... moi, comme je fumais pas, j'avais des cigarettes. Eh ouais. Alors, il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller parler à des Français, puisque j'en ai rencontré un après la guerre, j'en ai rencontré un dans une ville, et puis je lui ai parlé, et puis il est revenu. C'était un rayé, vous savez. Là, D'accord, d'accord. Il a survécu. et puis, j'avais acheté le SS qui les gardait. D'accord. Et alors, à ce moment-là, alors c'était tout un cirque que j'avais employé, c'est une méthode que j'avais employée. J'allais peut-être, parce qu'on ne pouvait pas dépasser une telle limite, mais moi, pour aller donner à manger, parce qu'on se collectait, les prisonniers de guerre, on faisait des collectes pour eux, parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas à manger. D'accord. Et nous, comme on avait subi ça, parce que tous, quand j'étais dans ce camp de Ravarouska, on était tous condamnés à mort, hein, D'accord, d'accord. par la faim, et on ne le savait pas, évidemment, on se serait révolté, sans ça, on était tous des soldats, quoi. Et alors, à ce moment-là, il y avait ces officiers russes, là, ils étaient condamnés à mort de toute façon, hein, et si c'était pas les Allemands qui les tuaient, c'était les Russes. Ouais. Et puis un jour, j'étais dans un autre camp alors de prisonniers, et puis parce qu'il y avait le camp principal qui distribuait des commandos à droite et à gauche pour donner des hommes, tant d'hommes par ici, tant d'hommes par là. C'était la guerre de triage, quoi, c'est vous. D'accord. Alors à ce moment-là, un jour j'étais dans un grand camp, comme ça, un stalag, on appelait ça des stalags. Et puis il y a des Allemands qui arrivent, on va se balader dans la rue principale, D'accord. et toi, allez hop, bien. Alors on y allait forcément, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis on est rentré dans le camp russe. On se demandait ce qu'ils allaient faire. Et puis alors, ils nous ont fait rentrer à l'infirmerie, il y avait une infirmerie. Oui. Et alors on attendait là, et tout d'un coup on voit une porte s'ouvrir, et puis il y a un Russe qui est apparu. Alors en général ils sont grands aussi les Russes, c'est des grands gaillards. Ouais, ouais. Et puis mais un squelette qui marchait, D'accord. mais un véritable squelette, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y avait que la peau et les os le gars. D'accord. Et puis alors, bon, il est passé devant nous, puis il était là, il nous a souri presque, on voyait que le gars il était à bout, quoi. Et puis après, je ne sais pas pour quelle raison, on n'a jamais su pourquoi. Allez, ils nous ont vidés, ils nous ont fait revenir, et puis ils nous ont remis dans le camp où ils nous avaient pris. D'accord. Hein. Et c'est 20 ans après, à peu près, que j'ai su ce qu'on était faire. Je l'ai lu dans les journaux d'historiens, tout ça, vous savez. C'était dans pour faire quoi, alors? bouquins d'historiens. Parce que j'aime bien dire et puis alors, surtout de la guerre de 39-45. Parce que j'ai vu la guerre de 14-18 aussi, hein, je suis né en 10, alors. Hein. Et alors, à ce moment-là, j'ai su qu'on allait être comparé
parce qu'ils faisaient des expériences sur comment dirais-je, la résistance des Russes Oui, pour certaines maladies. d'accord. Et puis alors, nous, ils voulaient faire des comparaisons avec des prisonniers de guerre français D'accord, pour voir ça. Et je l'ai appris 20 ans après, peut-être ça. d'accord. Une seconde encore.